Nous aussi, on est un peu apéritif à la nuit de la philosophie. On va parler de philosophie et d'actualité. Alors, je pense que vous avez déjà présenté les noms, pas encore. Donc, à mon extrême gauche, sans que cela ait un sens politique du tout, Marc Semo, qui est à Libération, dirige les pages Monde, enfin les pages de politique extérieure. Francis Métivier, qui est philosophe et qui va tenter de montrer comment l'actualité peut être décryptée parfois par des concepts philosophiques. Donc moi je suis Robert Madjouri, prof de philo et journaliste à l'UP depuis quand tout était en noir et blanc, j'étais déjà là, et qui m'occupe des livres de philosophie dans le journal. Et à ma droite, avec un vrai sens politique cette fois, centre droit, Nicolas Demorand, donc, qui est directeur du journal. Voilà, alors pour aborder, on va rapidement passer la parole aux uns et aux autres, puisqu'on n'a qu'une heure. Moi, je voudrais dire ceci. Libération a toujours, depuis que ça existe, soutenu les initiatives de pop philosophie. Personnellement, ça m'intéressait beaucoup que la philosophie sorte un peu de son académisme et s'occupe d'objets qui ne lui sont pas homogènes. La musique rock, comme l'a fait Francis, ou le sexe, ou la pornographie, ou le fait de marcher, les jukebox, comme a pu faire Peter Zendy, la ponctuation, comme a pu faire aussi Peter Zendy, c'est-à-dire des objets qui ne semblent pas faits pour être saisis de façon philosophique. Pourquoi cet intérêt? Parce qu'il me semblait que la philosophie pouvait aussi dire des choses sur les médias. Mais j'avais dans l'énumération de cette semaine à Paris, cette semaine de pop philosophie, une image que je vais reprendre qui est celle du curseur. Oui, quand on parle de pop philosophie, on peut pousser le curseur vers la gauche, vers l'extrémité, et dans ce cas-là, avoir juste de la pop, c'est-à-dire un discours joyeux, intéressant, mais qui n'est plus de la philosophie. Et si on pousse le curseur trop vers la droite, on risque de retomber sur la philosophie telle qu'elle est, académique, et qui s'occupe de l'être, du paraître, du temps, d'autrui, du langage, etc. Donc il faut que le curseur soit entre les deux, et que la pop philosophie continue de produire de la philosophie, c'est-à-dire à construire des concepts, comme le disait Deleuze. Alors sur les médias, puisque c'est ça qui nous intéresse, sur l'actualité, est-ce que la philosophie peut nous aider? Moi je pense que la question philosophique, qu'est-ce qu'un événement? Qu'est-ce que l'actualité? Telle que l'on posait par exemple Heidegger, ou telle que l'a posée Alain Badiou, peut nous éclairer l'autre question qui est celle pour nous, qu'est-ce qui fait événement aujourd'hui, mardi, où on doit paraître, aujourd'hui samedi, aujourd'hui mercredi, et qui fait la une de nos journaux. Et pour penser cette question, je voudrais vous déporter un peu de vos soucis habituels en rappelant une notion de temps, et vous allez voir qu'on va retomber sur nos pattes, qui est un retour à Saint-Augustin. Vous voyez, si on fait un jeu tout de suite, et si je vous dis de me représenter avec un crayon le temps, la plupart d'entre vous vont faire un trait avec une flèche, avec le passé, le présent, le futur, qui vont dans ce sens-là. Une absurdité totale, dans la mesure où on peut se demander comment le passé peut être avant. Il faut bien que quelque chose se soit passé avant pour qu'il y ait effectivement passé. Et Saint-Augustin disait, mais c'est parce qu'en réalité, il n'y a que du présent. Il y a le présent du passé, qui s'appelle la mémoire, puisqu'au moment où vous évoquez un souvenir, c'est actuellement que vous l'évoquez. Il y a le présent du présent, qui s'appelle l'attention, qui j'espère est la vôtre en nous entendant parler, et il y a le présent du futur, qui est l'anticipation, c'est-à-dire le fait que je vais penser à ce qui va arriver tout à l'heure. Du coup, ça nous permet de comprendre que le temps ne va pas du passé au futur, mais du futur au passé. C'est-à-dire, on peut le représenter par un simple geste, les choses se présentent et passent. Et c'est cet instant où elles se présentent qui fait problème et qui est l'actualité. Sauf que certaines actualités sont inscrites dans des concaténations d'effets et de causes.
D'ailleurs, je peux, à partir du 4 novembre, attendre que Noël se présente et passe, parce que Noël est déjà inscrit dans un temps commun. Ce qui est bizarre pour un journaliste, et ce qui fait problème pour un philosophe, c'est que l'événement, c'est justement ce qui n'est pas prévu, ce qui se présente brutalement à nous, en nous désarçonnant, c'est-à-dire en ne prévoyant pas les outils pour pouvoir le comprendre. Et nous sommes toujours confrontés en tant que journalistes à cette idée que l'événement va arriver sans qu'on sache de quel événement il s'agit, sauf s'il s'agit d'une commémoration, d'un anniversaire ou d'une fête qui est déjà prévue. Et la nouveauté, c'est pour ça que je pense que Saint-Augustin peut nous aider beaucoup, c'est qu'aujourd'hui tout semble être du présent, qu'il n'y a plus de présent du passé, la mémoire se perd de plus en plus, la mémoire culturelle se perd de plus en plus, les chronologies se perdent de plus en plus. Et je voudrais vous signaler par exemple l'initiative d'Umberto Eco, qui a fait son discours à l'ONU jeudi pour présenter un grand projet informatique sur Internet qui s'appelle Encyclomédia, sur le modèle de Wikipédia, et qui essaierait de réparer les oublis du temps, les oublis de notre mémoire, en rappelant un certain nombre de dates, en sachant qui est contemporain de qui, et surtout en faisant, et ça c'est notre problème de journaliste, la séparation, le tri entre ce qui arrive. Et il a dit une phrase très belle en disant les écoles du futur devront être des écoles du filtrage. C'est-à-dire qu'il faudra apprendre à nos élèves à filtrer précisément les informations. C'est notre problème à nous de savoir comment filtrer. Et si tout est au présent, on s'aperçoit que pour la presse écrite, il y a un problème supplémentaire, c'est qu'aujourd'hui tout va tellement vite au présent, qu'on devrait dire tout se présente tellement vite et dans le désordre, sinon le brouhaha, sinon la cacophonie, que lorsque nous paraissons le matin, la plupart des personnes savent déjà ce qui est arrivé. Parce qu'ils ont eu des nouvelles sur leur iPhone, parce qu'ils ont lu Google News, etc., etc. Ce qui fait que pour nous, aujourd'hui, et je pense que Nicolas va en parler tout à l'heure, c'est de savoir comment traduire l'actualité dans son sens propre, c'est-à-dire ce qui n'est pas encore prévu et qui relèverait d'un présent de l'anticipation et non pas simplement d'un présent du présent. Voilà, maintenant je vais donner la parole à Francis qui a, lui, écrit un livre qui précisément tente de voir comment ce qui se passe dans l'actualité peut être décrypté par un certain nombre, effectivement, d'outils philosophiques. Et ensuite, Marc Sebon va tenter de dire comment, par exemple, au niveau des événements étrangers, par exemple, comment se définit cette idée précisément d'actualité. Francis. Merci Robert. Alors concernant le lien possible entre philosophie et journalisme, il semble qu'il y ait de prime abord une incompatibilité, puisque par rapport à l'image qu'on a de la philosophie, on a là une réflexion qui s'inscrit dans la durée, dans l'approfondissement, dans une pensée qui se définit comme étant verticale, qui travaille aussi les enchaînements entre les différentes problématiques. Alors que dans le journalisme, je vais dire quelque chose qui est peut-être péjoratif, on peut penser que l'on passe du coq à l'âne, et comme on disait autrefois à la télévision, en bref et sans transition. Donc a priori, tout le contraire de la démarche philosophique. Ce qui pour moi est un préjugé, hein, puisqu'il y a, c'est un petit peu l'objet du livre que j'ai écrit, une possible compatibilité entre la philosophie et l'actualité ou le journalisme, dans le sens où la philosophie, les concepts de philosophie, les grandes idées des philosophes peuvent nous permettre de faire une sorte de break dans une actualité qui est frénétique, et comment la philosophie peut être parfois, à titre de complément du journalisme, un outil de décryptage de l'actualité. Ma démarche, elle a été surtout de montrer l'exemple. Hein. Quand on fait de la pop philosophie, on thématise pas trop de façon discursive, on en vient assez rapidement à l'exemple, mais je pense que je vais pouvoir donner un ou deux exemples, mais ce sont des exemples qui nous amènent quand même à des problématiques véritablement philosophiques. Je pense, pour donner un premier exemple, que l'affaire Kerviel peut aussi se comprendre
à travers Aristote, puisque Aristote faisait déjà à son époque une certaine critique de la spéculation financière, et que cette critique, alors après il faut relire effectivement l'auteur, nous aide à mieux éclairer ce qui se passe dans ce type d'affaires. Ce qui veut dire aussi que l'actualité, c'est le philosophe qui parle, c'est aussi l'actualité d'un philosophe. C'est que Aristote, dans sa critique, dans certains aspects de sa critique de la spéculation financière, est encore d'actualité. Il est parfois dépassé dans certains aspects, mais il est encore d'actualité. La guerre des chefs à l'UMP, c'est quelque chose que l'on peut essayer de comprendre à titre de complément à travers cette célèbre phrase que Hobbes emprunte à la civilisation latine, l'homme est un loup pour l'homme, et qui décrit effectivement derrière des apparences de civilité ce qu'il peut y avoir de sauvage chez l'homme en général et chez l'homme politique en particulier. Comment un auteur comme Machiavel, qui fait l'apologie de la ruse du renard notamment et du mensonge, peut ou pourrait nous servir à essayer de mieux éclairer l'affaire Cahuzac. Voilà, donc un certain nombre d'exemples, mais des exemples qui malgré tout nous amènent à une problématisation et à un certain nombre de concepts. Alors en fait je vais compléter un petit peu ce que je n'ai pas dit dans mon livre, c'est-à-dire que à mon sens l'actualité, le journalisme sont pris aujourd'hui par 4 problèmes qui sont liés à 4 concepts. Premièrement, le problème de la saturation, c'est-à-dire qu'il y a une saturation des événements qui se déroulent dans le monde, il y a une saturation des comptes rendus de ces événements, et donc il y a une saturation de l'information, à moins qu'on soit abonné régulièrement à un journal, mais je ne sais pas si effectivement ça se fait de façon importante. On ne sait plus trop effectivement à quel sein se vouer et à quel média se raccrocher. Et cette saturation de l'information pose un problème. Alors, une question philosophique qui est effectivement qu'est-ce qu'un événement, mais appliquée au journalisme, la question devient qu'est-ce qu'un événement important, puisqu'on ne peut pas traiter de tout. Ça pose la question du choix éditorial, ça pose la question de la hiérarchisation des informations qu'on donne, et la question que je me pose en tant que philosophe, c'est, et peut-être que les journalistes vont y répondre, à part le critère de vente, le critère commercial, est-ce qu'il y a aussi un critère humaniste dans les choix éditoriaux? Deuxième concept qui est en jeu à mon avis dans l'actualité, dans le journalisme aujourd'hui, c'est le concept de diffusion. La diffusion répond à une question qui est comment prétendons-nous maîtriser l'espace? Robert l'a dit, effectivement, il suffit de poser le doigt sur son smartphone pour qu'on ait une information, et on peut en avoir de nombreuses. La question c'est, est-ce que c'est suffisant? C'est-à-dire qu'en termes de diffusion, même si effectivement on peut avoir une information succincte le dimanche, la liberté du lecteur, c'est ensuite d'approfondir sa connaissance de l'information en achetant un journal, parce qu'il y a des niveaux de développement de l'information. Troisième concept, qui à mon avis est en jeu aussi dans l'actualité, dans le compte-rendu de l'actualité, c'est le concept de rythme. Le concept de diffusion traite de la question comment prétendons-nous maîtriser l'espace, et le concept de rythme répond à une question qui est comment prétendons-nous maîtriser le temps. Je ne pense pas qu'il y ait d'actualité, véritablement. Pas en tout cas au sens d'Aristote, c'est-à-dire une chose qui existe en puissance, potentiellement, qui se développe et qui existe en acte, c'est-à-dire qui s'accomplit de façon complète et de façon définitive. On a cette impression quand on lit le journal, c'est-à-dire qu'on a l'impression que tel jour, tel événement s'arrête au compte-rendu qu'on en fait. Alors que c'est tout le contraire. Le concept de rythme rattaché à l'actualité et au journalisme renvoie plutôt, à mon sens, à la notion de redondance, ce qui est un peu péjoratif, mais aussi à la notion de rebondissement. L'affaire Kerviel n'est pas terminée, la question de la guerre des chefs à l'UMP n'est pas terminée, l'affaire Cahuzac n'est pas terminée, et si tant est qu'elle soit terminée un jour, de toute façon, il y aura bien un homme politique pour prendre le relais. Donc on est dans une actualité à rebondissement où la notion de présent, effectivement, prend un sens tout à fait particulier, parce qu'on a l'impression d'être dans le présent quand on lit un quotidien, alors que
comme l'a rappelé Robert, effectivement, la philosophie, Saint-Augustin, on peut aussi citer Bergson, les philosophes ont bien mis en évidence l'idée que le présent était une zone mouvante qui se déplaçait du passé vers l'avenir, mais qu'on ne pouvait pas figer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre le présent et l'instant. Le présent est mobile, l'instant il est mathématique, il est figé, et je pense que l'erreur d'un lecteur face à un journal, ce serait effectivement de considérer l'actualité comme liée à l'instant, alors qu'elle est liée au présent. Et ce présent est tout à fait mobile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être très attentif au déploiement des événements et qu'il faut garder un sens critique. Et il ne faut pas tirer de conclusion. En fait. On a vu, voilà, l'erreur journalistique aussi existe, l'erreur d'interprétation. Voilà. Et puis, quatrième concept qui m'est apparu quand j'ai écrit ces différentes chroniques, c'est le concept d'addiction et de narcissisme. C'est-à-dire que plus on s'intéresse à l'information et plus on s'intéresse à l'information. Comme dit la chanson des Red Hot Chili Peppers dans Californication, Getting High on Information, on est shooté à l'information. Ça devient une addiction côté journalistique parce que il faut être le premier. Non seulement il faut être là, la notion de présentisme, mais je dirais il faut être le premier. Et ça devient quasiment une drogue. Et je pense qu'effectivement cette manie que j'ai moi-même, qui consiste régulièrement à consulter son smartphone pour voir ce qui se passe dans le monde et à cliquer, ça devient effectivement un geste addictif. Et je pense que cette addiction est inséparable d'un certain narcissisme. La télé parle de la télé, la radio parle de la radio. Alors les journaux ne parlent pas des autres journaux. Là, si, ou à titre critique. En mal. Mais en mal, voilà. Alors que quand la télé parle de la télé, ça peut être en mal, mais bon, il n'y a pas d'approche prédéfinie. Donc voilà, la réflexion, les différents concepts, à mon sens, saturation, diffusion, rythme, addiction et narcissisme, hein, les concepts qui posent des problématiques inhérentes au fait de rendre compte médiatiquement de l'actualité. Je m'arrête là pour l'instant, c'est peut-être suffisant. On va prendre ces questions tout à l'heure. Je vais juste rappeler avant de donner la parole à Marc qui va illustrer cette idée aussi de filtre, parce qu'évidemment quand on ouvre un journal, par exemple aujourd'hui, je ne sais pas, je n'ai pas bien lu Libération ce matin, il n'y a peut-être rien sur la Géorgie ou sur, je ne sais pas quoi, l'Islande. C'est ça dimanche. Non, mais ça ne signifie pas qu'il ne se soit rien passé, évidemment, en Géorgie ou en Islande, sauf qu'il y a la question du tri. Moi, je voudrais juste rappeler quand même, pour atténuer un tout petit peu l'antagonisme qu'il pourrait y avoir entre le temps long de la réflexion philosophique et le temps rapide, même parfois hyper rapide, du journalisme, je voudrais juste, à titre anecdotique, signaler un certain nombre de philosophes qui ont été journalistes, à commencer par Hegel, Adorno, Benjamin, Sartre, Raymond Aron, Antonio Gramsci. Toute l'œuvre de Gramsci est quasiment ce qu'il a écrit dans les journaux. Habermas, qui a commencé aussi à être un journaliste. Donc il n'y a peut-être pas une telle opposition. Et ce que je voudrais, deuxième point, ajouter, c'est à Libération en particulier, le rapport que nous tenons à voir spécifique entre les philosophes et effectivement le journal lui-même. Nous avons des chroniques où paraissent des philosophes. Nous avons des pages rebonds où écrivent des philosophes. Nous avons poussé la folie pendant 3-4 ans. Et ensuite, hélas, ma maladie m'a empêché de continuer. Que le journal soit écrit entièrement par des philosophes, de A à Z. Pendant 5 ans, on a fait le journal, le livret des philosophes. 50 philosophes dans la rédaction qui ne savaient pas sur quoi ils allaient écrire et qui faisaient comme des journalistes. Avec Michel Serres, Umberto Eco, Badiou, Onfray même était venu, et ainsi de suite. Et jusqu'à la météo, au sport, les mots croisés, et ainsi de suite. Maintenant, on va revenir effectivement sur cette idée de l'actualité en prenant l'exemple peut-être de l'actualité à l'étranger, ou l'actualité monde, comme on dit dans notre jargon. Et je passe la parole à Marc Semo sur ce sujet. Merci Robert. Alors beaucoup de choses ont déjà été dites. Alors justement, tu parlais des philosophes et des philosophes journalistes. Et effectivement, le rôle du philosophe, de ce point de vue-là, c'est trouver le sens des choses dans l'écume des news. Et on va prendre un exemple sur l'événement. Tout à l'heure, on parlait de l'événement. En décembre 2010, on apprend qu'un jeune diplômé chômeur, au fin fond de la Tunisie, à Sidi Bouzid, s'immole par la fenêtre. Nous, comme les autres journaux,
je pense qu'on a dû faire, je ne vais pas vérifier, une quinzaine de livres. Pourquoi? Parce que c'était malheureusement banal. Il y en avait déjà eu au moins une douzaine, et personne n'aurait imaginé que l'immolation par le feu de ce jeune diplômé chômeur sinuside allait donner le coup d'envoi de la révolution du jasmin et le coup d'envoi de tous les printemps. Alors, c'est quoi l'événement? Justement, effectivement, personne n'aurait pu imaginer que ce jour-là, avec cette immolation par le feu, allait commencer un des événements majeurs du début du XXIe siècle. En même temps, l'événement, quelque part, est prévisible. Parce que si on regardait ce qui se passait en Tunisie, comme par ailleurs en Égypte ou en Syrie, il y avait tous les éléments qui laissaient prévoir qu'un jour ou l'autre, il y aurait un effondrement de ces régimes. Qu'est-ce qu'on voyait? De ces régimes de Kakoshim, des dictateurs Kakoshim, de ces Ceausescu des Sables, avec des centaines de milliers de diplômés chômeurs sans perspective. Donc, tous les éléments de la crise étaient là. Et on peut dire qu'au niveau de la prévision, c'est comme pour les séismes. On sait où sont les lignes de faille. On sait qu'Istanbul ou San Francisco sont sur des lignes de faille. On sait qu'un jour, il y aura un séisme. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quand. Voilà. Et par rapport à l'événement, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut imaginer, on peut trouver le sens, on peut justement se projeter dans l'avenir pour savoir ce qui va se passer, mais de fait, on n'arrive pas à prévoir exactement quand. Et c'est là qu'on arrive à l'autre aspect qui a été évoqué, qui est celui de cette espèce de présentisme, pour reprendre le mot de François Hartog, hystérique ou névrotique de la presse, avec ce besoin sans arrêt de l'hyperréaction, de l'immédiateté que l'on voit. Par exemple, un exemple type récent, c'était l'affaire Leonarda, où tout le monde a réagi de façon émotionnelle, chacun a pris ses postures, rappelé les grands principes et tout, avant même de savoir quels étaient les éléments du dossier. Et en même temps, l'événement Leonarda n'en est pas vraiment un, mais le vrai événement a été dans ce qui s'est passé après, au sein de la majorité de gauche, et notamment au sein du PS. Là, on a vu aussi les non-dits du PS et les contradictions internes du PS sur l'immigration. Donc souvent, l'événement peut être caché par un autre. Et en même temps, qu'est-ce qu'on a vu là, rapidement, c'est que cette affaire maintenant est totalement oubliée, parce qu'un autre événement est arrivé, qui est celui des écoutes téléphoniques, où là aussi on peut dire à la fois leur caractère massif, etc., a été absolument scandaleux, et légitimement vous êtes tous à la fois scandalisés et surpris. En même temps, on se doutait bien que c'est le rôle aussi, que ces écoutes téléphoniques existaient. Donc, il y a aujourd'hui un rapport au temps qui est devenu de plus en plus fou dans la presse. Alors, il y avait une phrase, alors on discutait avant, est-ce que c'est de Karl Kraus ou est-ce que c'est de Gide? Rien n'est plus vieux que le journal de la veille. C'est vrai. En même temps, si vous relisez le journal un an après, globalement, il n'est pas très vieux. Est-ce que vous voyez que les problèmes, plus ou moins, sont les mêmes et sont traités à peu près de la même manière? Reste que le journalisme est quelque chose qui se conjugue totalement au présent. Et les nouvelles technologies ont évidemment totalement changé la donne, encore plus accéléré ce phénomène, puisqu'on n'est plus simplement réagir à des agences, on n'est plus simplement on réagit à des tweets, d'où ces emballements médiatiques. Et un grand journaliste américain, comme Bob Woodward, qui était l'homme du Watergate, qui a fait un livre l'année dernière sur les guerres d'Obama, dans plusieurs interviews, avait souligné qu'aujourd'hui, il y a une bulle de l'information, exactement comme il y a une bulle financière ou une bulle immobilière. C'est-à-dire une espèce d'information qui se nourrit elle-même, qui devient folle, et où il est de plus en plus difficile de différencier ce qui est l'écume des choses de ce qui est réellement les choses qui font sens. Et c'est aujourd'hui peut-être le problème central. C'est-à-dire, par rapport à avant, il y a beaucoup plus de nouvelles qui arrivent beaucoup plus vite et qui deviennent caduques beaucoup plus vite. Et c'est un élément central qui a changé même la manière de faire du journalisme. Et aussi la perception des choses. Alors, on le voit par exemple à propos des photos. Si vous vous souvenez, pour les plus âgés d'entre vous, bon, il y a eu sur les guerres du passé des photos symboles. Par exemple, pour le Vietnam, tout le monde se souvient de la petite fille avec son dos qui brûle du napalm. Vous regardez aujourd'hui la guerre en Syrie, il n'y a pas de photo symbole. Il n'y a même pas une image symbole de cette guerre en Syrie. Et non pas qu'il n'y ait pas d'image, parce qu'il y a eu. Il y a même des tonnes d'images qu'on trouve sur les vidéos, sur les sites, etc. Mais ces images, d'origine douteuse, venant d'un camp ou d'un autre,
dont on ne sait pas comment elles ont été filmées, dont on ne sait pas exactement d'où elles viennent, etc., de fait, s'annulent toutes mutuellement. Et c'est là que l'on voit que cette surabondance d'informations crée de fait quelque chose où ces informations immédiates, cette déferlance, cette saturation fait qu'il y a annulation et que, raison de plus, qu'elle s'annule, qu'il y ait saturation, et que donc il est toujours plus important d'arriver justement à donner du sens, à comprendre, à décrypter, à analyser. Et c'est cela, peut-être aujourd'hui, le rôle principal qui doit être celui des médias écrits, mais pas seulement. De ce point de vue-là, vous connaissez tous le mouvement Slow Food, on pourrait imaginer de lancer un mouvement Slow News, c'est-à-dire de prendre délibérément le parti de ne pas, voilà, ce qui est évidemment impossible, mais ce qui est en train de se passer, c'est une différenciation que l'on voit aussi bien dans la presse écrite et que l'on voit y compris sur les sites, entre ce qui est justement la déferlante du news et ce qui est à côté, ce qui donne le sens, ce qui permet d'analyser, ce qui permet de comprendre. Et c'est très très important parce que toutes les dérives des dernières années du journalisme, une des raisons qui fait que le journalisme a perdu une grande partie de sa crédibilité, sont dues toujours à cette nécessité de la réaction à chaud, de la réaction immédiate. Et c'est particulièrement caricatural, par exemple, au niveau des télévisions. Quand vous êtes en direct, quand il y a des plateaux en direct, si une dépêche tombe de l'AFP ou un tweet, vous ne verrez jamais un journaliste répondre à l'antenne « je ne sais pas », y compris quand ils sont sur le terrain. Aujourd'hui, on s'aperçoit, par exemple, quand les télévisions continuent, France 24 pour la France, CNN, etc., le plateau, être sur le terrain, sert surtout à avoir un fond d'écran. C'est-à-dire, vous êtes sur la place Tahrir, au Caire, vous êtes sur la place, au parc de Gezi, devant la place Taksim à Istanbul. C'est un fond d'écran. Mais le journaliste, de fait, il fait des... Voilà, il donne des news en continu, des commentaires en continu. Il n'a pas le temps, même s'il y a des fixeurs, des gens qui travaillent avec lui, d'aller vérifier ce qui se passe. Et c'est peut-être, de ce point de vue-là, la grande révolution qu'il y a eu ces dernières années. Moi, je me souviens encore d'une époque où, effectivement, le premier réflexe, qu'on arrivait quelque part dans un pays en guerre, etc., c'était de trouver l'endroit, le moment, avec comment on pourra envoyer le papier. J'ai essayé de trouver les quelques hôtels, il y a des lignes internationales, ou bien la poste, quand ça marche encore. Bon. Aujourd'hui, à l'époque, les téléphones satellitaires existaient déjà, mais c'était extrêmement lourd, compliqué, avec d'énormes paraboles en métal qui vous coinçaient les doigts, c'était extrêmement cher, on utilisait ceux de l'AFP, etc. Voilà. Mais on avait le temps de vérifier les choses. Aujourd'hui, c'est fini. Vous êtes en liaison permanente avec votre journal, vous ne pouvez pas, comme auparavant, prendre 3 jours pour aller voir ce qui se passe, si réellement telle ville a été prise ou non par une quelconque rébellion, essayer de comprendre ce qui s'y est passé. Vous êtes dans une espèce de réaction immédiate, permanente. Et c'est à partir de là que commencent toutes les dérives. Que ce soit l'histoire de Timișoara avec son préfet charnier, avec ses 5000 morts, en réalité il y en avait 25 dans les images que l'on voyait. Que ce soit les guerres que l'on voit, qui ont été suivies de loin, type la première guerre d'Irak. À chaque fois, on est dans cette situation où à la fois on est submergé par les informations, sans avoir le temps de voir ce qui s'y passe. Et cette idée, justement, de prendre le temps, est aujourd'hui devenu crucial. Et c'est peut-être un des problèmes les plus préoccupants pour la presse aujourd'hui. C'est-à-dire on est dans une situation où la presse est économiquement, notamment la presse écrite, de plus en plus fragile. Or, justement, cette avalanche d'informations, cette saturation de l'information impliquerait non seulement d'avoir toujours plus de journalistes, mais toujours plus de journalistes très bien formés qui sont capables de comprendre, qui ont les moyens et qui ont le temps de faire ces enquêtes. Or, on est, pour des raisons économiques, dans une situation, et là ce n'est pas seulement la presse écrite, c'est aussi valable pour les sites, c'est aussi valable pour les télévisions, où il y a toujours moins de journalistes qui ont toujours moins le temps de faire ce travail d'approfondissement. Et c'est là-dessus, justement, qu'il y a des pistes pour le futur. On voit le succès d'une revue comme 21, on voit ce que nous faisons, nous, par exemple, avec le Libé du samedi, qui est plus riche, plus dense, qui, justement, vise beaucoup plus à l'approfondissement. Ce sont ceux-là les pistes, et c'est pour ça que je pense qu'en provocation, on peut quand même dire qu'il faut essayer de lancer ce mouvement du slow news. Merci. Bravo. Et merci pour la patate chaude. Là, maintenant, on va voir comment Nicolas va se débrouiller, parce qu'il va donner des solutions. Moi, je voudrais retenir ce que dit Marc, peut-être en d'autres termes, pour garder le lien avec la philosophie. Ce que disait Marc Sebon m'a fait penser au rapport que la philosophie a avec son histoire
et le rapport que les sciences ont avec l'histoire. Et que les théories scientifiques avancent en se falsifiant les unes les autres, au sens de Popper, c'est-à-dire en montrant que la théorie précédente était fausse. C'est comme ça que la science avance. Il est évident que si vous avez un petit bouton sur la figure, vous allez chez un dermatologue et s'il commence à prendre un traité du XVIIe siècle, il vaut mieux partir tout de suite parce qu'il va vous tuer. Parce que tout ce qu'on disait à l'époque était naturellement faux. La philosophie a un autre rapport à son histoire, que je voudrais dire en une seule phrase pour passer la parole tout de suite à mon camarade et néanmoins directeur. La philosophie a un rapport que Lévinas traduisait en disant: en philosophie, tous les livres sont ouverts en même temps sur la table. Et il est vrai que si on veut réfléchir, je sais pas, à la question du bonheur ou de la joie, ben on peut lire un bout de Spinoza, puis on peut lire Épicure, puis on peut lire, je sais pas, Robert Misrahi, n'importe qui, avec des siècles de différents. Or, moi, je voudrais que le journalisme, tel que peut-être l'a profilé un peu Marx et bon, ait un rapport davantage à son histoire, et non pas aux théories scientifiques où le journal de hier est faux. C'est-à-dire que notre effort doit être de reconstituer pour chaque, effectivement, événement, le contexte historique qu'il a vu naître, même Statoun Askendi, même lorsque c'est effectivement une personne qui se brûle et dont on ne voit pas l'importance, il faut qu'à chaque fois nous reconstituions effectivement l'histoire, la genèse, le cadre dans lequel ça s'est développé. Et c'est peut-être comme ça que le journalisme, en tout cas de la presse écrite, peut affronter le présentisme hystérique, effectivement, des news qui sont données à toute vitesse et qu'on oublie au bout, effectivement, de 5 minutes. Maintenant, on va donner la parole à Nicolas Demorand, qui va voir comment on peut mettre en application dans un journal, puisque ce qu'il va dire fait loi, en tout cas pour ceux qui travaillent à Libération. Merci, enfin non merci d'ailleurs à tous. Très difficile de parler en dernier, beaucoup de choses ont été dites. Pour le Slow News, le journal qui le fait existe, il s'appelle La Croix. Il traite de l'actualité avec 48 à 72 heures d'écart et donc de réflexion par rapport au moment où survient un événement, où est capable, rarissimement, mais sur des événements extrêmement importants comme Lampedusa, de casser précisément cette approche journalistique du temps pour faire sa une et accélérer son propre rythme et accélérer sa propre routine au sens le plus technique du terme. Et là, pour le coup, être dans son rôle, qui était le rôle de l'expression d'une horreur et d'une indignation morale. Donc, il est possible de ralentir. Il est possible de ralentir. Et là où ça se complexifie, c'est qu'il est de plus en plus difficile, malgré tout, de ralentir, puisqu'un journaliste aujourd'hui se définit, peut se définir, il y a d'autres définitions, mais peut se définir en tout cas comme un être qui est pris dans un ensemble de contraintes techniques et économiques. Économiques, on peut les laisser de côté pour l'instant, même si elles sont majeures. Pour les contraintes techniques, c'est grosso modo l'invention tous les 2-3 ans d'une technologie qui bouleverse notre manière de travailler. Internet en était une, Google en fut une autre, Facebook en fut une troisième, Twitter en est la dernière, et il y a encore d'autres choses qui sont dans les tuyaux. Là, je reste juste simplement à l'échelle des techniques ou des formes les plus mainstream, entre guillemets, des outils avec lesquels nous sommes obligés de travailler. Je note au passage qu'aucune de ces révolutions qui a si profondément bouleversé le métier de journaliste n'est venue d'un média. Donc déjà, si on regarde, comme le disait Robert, l'histoire du journalisme nous indique que le journalisme a toujours eu une forme d'emprise sur les dispositifs techniques qui lui étaient proposés. Aujourd'hui, il n'a plus cette emprise. Ça vient d'ailleurs, ça nous percute de plein fouet, ça bouleverse nos économies et nos manières de travailler. Nous ne pouvons pas mettre ce monde-là entre parenthèses. Et ce qui fait sens dans cet ensemble de technologies disparates nées pour la plupart aux États-Unis, c'est qu'elles ont toutes un impact extraordinairement puissant sur le temps. Et c'est pour ça que je salue l'introduction de Robert Maggiori sur cette question-là. Nous avons effectivement aujourd'hui à nous battre à la fois
sur ce qu'est une information, sur le sens d'une information, sur la manière de la mettre en scène, sur la manière de la raconter, sur la manière de la vendre, mais aussi à nous battre sur une temporalité. La temporalité du journalisme aujourd'hui est devenue le temps zéro. Là où autrefois un quotidien avait pour mission de raconter ce qui s'était passé la veille en un certain nombre de pages, ce travail-là a disparu. Comme le disait le patron du Washington Post il y a 2 ans dans les colonnes de Libération, le quotidien de référence aujourd'hui c'est Internet. Donc la temporalité qui était celle d'un journal comme Libération ou d'un quotidien n'existe plus pour un quotidien. Ça c'est un premier point. Et les quotidiens n'en ont pas encore tiré la totalité des conséquences. C'est-à-dire que, deuxième rapport au temps, c'est ce que disait Robert aussi, nous sommes une profession, et c'est notamment vrai en presse écrite, où nous sommes obligés, tout en avançant à tâtons dans une inquiétude économique absolument atroce, nous sommes obligés en permanence de faire les deuils de nos illusions fondatrices. Nous voulions être journalistes pour un certain nombre de raisons qui sont encore nobles, utiles, fondamentales d'un point de vue démocratique, et ces raisons-là, ce journalisme-là a de plus en plus de mal, pour 1000 raisons techniques et économiques, à pouvoir exister. Donc, ça se traduit comment concrètement? Il y a la passion de la commémoration, si on regarde l'échelle du temps. Le passé, on sait le traiter. Et il n'y a pas de problème, vous le voyez toujours dans les journaux, les 10 ans de ceci, les 15 ans de cela, les 20 ans de trucs et les 30 ans de machin. Le présent, ce qui devrait être notre but et notre fonction, le présent, on est maintenant par construction technique, technologique, systématiquement en retard. Reste quelque chose qui est, je dirais, étranger au journalisme, à sa formation, à ses cadres profonds, c'est le futur. Alors, voilà, est-ce qu'on peut armer nos lecteurs, nos auditeurs, nos téléspectateurs pour qu'ils puissent regarder vers l'avenir et à partir d'une base d'information se dire comment réagir dans telle ou telle situation, comment réagir dans tel ou tel débat, comment le mot est impossible à traduire en français, comment un empowerment de ma propre citoyenneté est-il possible à travers un média. Donc regardez vers le futur. C'est très dur pour les journalistes qui très souvent vous répondent, mais moi je ne suis pas armé pour donner des leçons sur le futur ou dire ce qu'il faudrait faire. Je suis armé par construction pour raconter ce qui est. Or, raconter ce qui est disponible partout gratuitement aujourd'hui. Donc nous sommes dans une tenaille qui peut rendre fou. Ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que nous sommes ici dans un cadre qui est celui d'une rencontre intitulée Pop Philosophie. Robert disait, faisons attention au curseur. Je vais caricaturer Robert ta pensée. Soit nous poussons le curseur vers le pop et quittons la philosophie, soit nous poussons dans l'autre sens et nous versons dans l'élitisme. J'aimerais dire une chose, c'est que la presse n'est plus populaire. Elle est impopulaire au sens François Hollande du terme, c'est-à-dire que les journalistes avec les hommes politiques sont parmi les populations les plus détestées de France. Mais beaucoup plus grave, la presse écrite, et là nous parlons entre journalistes de presse écrite, ou en tout cas entre hommes de l'écrit, la presse écrite fait désormais partie du loisir lettré, ce qu'on appelle la scolée. Hein. C'est-à-dire qu'elle n'est plus un média de masse, mais un média d'élite. Or, historiquement, là encore, les journaux se sont constitués comme des vecteurs absolument essentiels de la vie démocratique. Et on voit que partout où tombe une dictature, émerge peut-être pas instantanément une démocratie, mais fleurissent en tout cas les journaux, les sites, les sources d'information libres, pas libres, sauvages,
mais en tout cas que la démocratie a fondamentalement partie liée avec la circulation d'informations de qualité, on va dire ça comme ça. Or, nous sommes aujourd'hui dans une situation, et là l'économie rejoint la philosophie, où on voit la diffusion, donc le nombre de lecteurs prenant un journal, un quotidien en main, diminuer sur un rythme de 7 à 10% par an, selon les chiffres optimistes, de 10 à 20% par an, selon les chiffres les plus réalistes. Donc il faut bien voir que l'intention démocratique, civique qu'il y avait dans le journalisme, et surtout dans un journal, on va dire, de gauche ou progressiste, même si je suis assis à la droite de Maggio, comme Libération, cette intention-là est en train de disparaître et que nous ne sommes plus pop du tout. Ce qui est, je pense, dans l'histoire immédiate des médias, quelque chose de très important. Nous ne sommes plus, depuis longtemps, le média de masse. Les médias de masse, c'est aujourd'hui la radio, mais surtout la télévision. Marc Semo parlait tout à l'heure du fond d'écran, être place à rire pour que l'image soit plus belle que le fait d'être en studio. Moi, je me souviens, j'ai travaillé dans une chaîne d'information en continu. Les sources d'une chaîne d'information en continu, c'est le fil de dépêche AFP et les journaux le matin, la presse écrite. Et quand tombaient une fois par mois les chiffres du chômage, on disait toujours à un malheureux ou à une malheureuse « fonce à Bercy pour faire un duplex ». Malheur à celui ou celle qui disait « mais pourquoi faire un duplex devant Bercy pour les chiffres du chômage ? Puisque je vais être devant le ministère des Finances, de l'économie et des finances, et que je lirai une dépêche AFP, ce que vous pourriez parfaitement faire en studio. C'est pas grave, on a besoin de pouvoir partir en duplex pour pouvoir montrer qu'on y est. On est où? On est nulle part. On est dans la circulation circulaire de l'information, comme dirait l'autre, et on s'aperçoit que les médias dominants aujourd'hui, les médias les plus riches, même s'ils s'appauvrissent, sont des médias où la forme de journalisme qui est produite ne suffit pas à nourrir la vie démocratique et pèse sur les maillons les plus faibles, à savoir la presse écrite et ses journaux, le rôle d'animation de la vie démocratique. Voilà, je pense qu'on peut débattre ensuite de beaucoup de choses, mais c'est ce que je voulais dire à ce stade. Moi, si je suis licencié lundi matin, vous saurez pourquoi. Parce que je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vient de dire mon propre caractère. Enfin, je suis d'accord parce que c'est mon copain, mais il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire de considérer que nous avons déjà perdu. Ce qui est implicite dans son discours. Moi, je pense qu'on peut établir une petite chaîne entre informer, expliquer, comprendre. Informer, ce n'est pas expliquer. Expliquer, ce n'est pas comprendre. Informer, ça s'entend sans étymologie, ça donne une forme, c'est-à-dire ça présente sous une forme quelque chose qui est advenu. Expliquer, si vous regardez ça d'un peu plus près, ça veut dire enlever les plis. Explicare, comme quand on repasse une chemise, on enlève les plis. C'est-à-dire ce qui semblait un peu grumeleux, ça se dit grumeleux, tu vois, ce qui semblait être un peu froissé, et donc qui ne permettait pas d'être vu à l'intérieur, on l'explique, on le repasse. Quant à comprendre, ben, il s'agit de saisir avec les yeux de l'intelligence et les bras de l'intuition ce qui se passe. Moi je pense que la presse écrite a une très grande chance parce qu'elle permet de comprendre et d'expliquer. Et qu'elle doit faire ce sacrifice, mais c'est peut-être un blasphème ce que je veux dire, de laisser l'information à ceux qui informent plus vite que nous. C'est-à-dire de laisser l'information au sein d'un journal, un peu comme le streaming qui qui défile et qui disent le chômage a augmenté de 0,3%. Je m'en fous que le chômage ait augmenté de 0,3%. Ce qui m'intéresserait, c'est de lire dans un journal comment s'établit cette statistique, qui la forme, quels sociologues ont été consultés, pourquoi il y a donc les racines qui permettent d'expliquer et de comprendre ce qu'on ne fait pas tout à fait. C'est pour ça qu'il me semble, moi, que le journal, c'est peut-être blasphématoire, ou c'est peut-être les illusions de quelqu'un qui, depuis 35 ans, fait de la critique littéraire. Moi, je crois que le journal doit tendre vers le livre.
c'est-à-dire doit tendre totalement vers le livre, parce que le livre a un avenir, alors que les technologies n'en ont pas. Je veux dire par là que si vous réfléchissez 3 secondes, tout ce que nous ne faisons plus aujourd'hui, à cause des technologies, utiliser le Minitel, consulter un annuaire téléphonique papier, c'est ce que nous faisions grâce aux technologies. Lorsque nous avons eu le Minitel, qui paraît un objet préhistorique, on avait l'impression qu'on était au top du progrès technologique. Et tu t'en servais pour l'annuaire, toi? Oui, je m'en servais pour l'annuaire aussi. Pas moi. Non, pas toi. Donc il se peut que d'ici 3-4 ans, ce que nous faisons actuellement, c'est ce que nous ne ferons plus. Or, le livre, il existe encore et il existera toujours. Et lui, il est l'outil du comprendre et de l'expliquer. Voilà. Là-dessus, moi je veux pas... mais juste une réaction, Robert. Je suis absolument, entièrement et totalement d'accord avec toi. Je pense qu'il y a aujourd'hui 2 catégories de formes de journalisme qui sont en train de prendre leur autonomie et qui ont leur égale dignité. Ce qu'on peut appeler un journalisme de réactivité, parce que oui, je suis drogué à l'information, oui, j'aime savoir. Hier soir, ça m'a inquiété de savoir qu'il y avait une alerte au tsunami sur Fukushima. Je l'ai su en temps réel. Oui, ce journalisme de réactivité-là, il y a un journaliste derrière, celui qui envoie cette alerte qui arrive dans mon téléphone. Il y a un journalisme de réactivité, et je suis entièrement d'accord, Robert, sur le fait qu'il y a à côté de ça un journalisme différent, d'approfondissement, de compréhension, d'explication, etc. Je ne veux pas simplement mettre de hiérarchie entre les deux, parce que je pense qu'il y a 2 fonctions il y a 2 fonctions et 2 dignités égales, 2 utilités aussi dans ces 2 journalismes-là. Et je pense, dernier point, sur mon inquiétude civique démocratique, sur le fait que les journaux coûtent de plus en plus cher. La technologie nous permet de les vendre moins cher. Donc un journal comme Libération aujourd'hui vaut 50% moins cher dans sa forme numérique et peut, à ce titre, avoir encore... faire vivre encore sa fonction civique démocratique que je décrivais tout à l'heure. On travaille dans le même journal quand même, donc c'est bien. Francis, après Marc. Oui, pour dire la même chose d'une manière un peu différente, je pense qu'une des grandes questions du journalisme aujourd'hui, c'est le journalisme peut-il nous aider à traiter la question du sens des événements et même du sens de l'humanité. Ce qui n'est pas effectivement, ce qui n'est pas gagné, parce que le journalisme traite essentiellement de la question quoi, qu'est-ce qui s'est passé, éventuellement de la question comment ça s'est passé, mais effectivement il est difficile, je pense, dans le journalisme, de traiter cette question qui est une question philosophique, la question pourquoi. Pourquoi ça s'est passé de telle ou telle manière. Si je veux oser une comparaison que vous n'allez pas forcément apprécier, j'ai l'impression qu'un média, c'est comme un corps, un organisme biologique qui consomme des ressources prises à l'extérieur, qui les digère et qui les rejette, mais qui le fait comme nous le faisons dans notre alimentation en permanence. Ça me rappelle un petit peu ce dont Platon parlait, c'est-à-dire j'ai l'impression qu'un journal, c'est un petit peu comme un tonneau des Danaïdes qui est percé dans son fond et qu'il faut remplir continuellement pour qu'il soit plein. Alors, par rapport à ça, effectivement, l'idée de slow news, c'est pas mal. J'aurais tendance à parler plutôt de deep and fast news, réflexion approfondie, mais qui, malgré tout, doit obéir aux exigences du présent qui passe et de l'actualité. C'est-à-dire qu'en fait, la grande difficulté du journaliste, et je pense que c'est tout un art, c'est de réfléchir vite et bien, donc oui, de façon approfondie, et somme toute de façon rapide, parce que la lenteur, je ne sais pas si effectivement c'est... je pense que la lenteur, c'est quelque chose qui tuerait le journaliste. Je pense qu'il faut justement rester dans le rythme. Non, mais c'est un luxe. Après, la lenteur est un luxe dans un monde qui va de plus en plus vite. De la même façon, comme disait Marc sur la photo, que la photo, au sens où Libération l'emploie, c'est-à-dire comme du journalisme majuscule, du photojournalisme, et non pas l'illustration, la photo est un luxe dans un monde d'images en mouvement. Ça coûte très cher d'avoir un service photo, excusez-moi d'être prosaïque, mais ça coûte très très cher et on en est très fiers.
Non, juste un mot, évidemment. Quand je parlais de slow news, c'est délibérément une provocation. Parce que c'est nécessaire, évidemment, pour tous les journaux, sur leur site notamment, d'être dans la réactivité. Mais le problème, de fond, pour ce qui fait la valeur ajoutée, pour ce qui fait que les gens ont envie ou d'acheter un journal ou de se connecter à un site à forte valeur ajoutée, ce n'est pas hasard si, par exemple, au niveau des pure players, de la formation seulement en ligne, Mediapart est plus ou moins celui qui s'en sort le mieux. C'est l'approfondissement. Et de ce point de vue-là, effectivement, c'est deep news. Mais c'est-à-dire que l'on passe d'une époque où, comme on apprenait dans les écoles de journalisme, c'est quoi, les where, oui, c'est qui, quand, quoi, où, etc. Comment on est passé à, aujourd'hui, les questions de base qui doivent être sur un papier sont pourquoi, d'où ça vient, quelles en seront les conséquences. Et surtout, justement, non pas faire de l'utopie, écrire comment on serait dans le monde dans 10 ans, ce qui n'a pas grand sens pour des journalistes, mais en revanche, essayer de malgré tout décrypter, au travers de ce que l'on voit dans le présent, de ce qui peut se passer. Et c'est là-dessus d'ailleurs, c'est un exercice difficile, c'est un exercice impitoyable. C'est vrai que relire a posteriori, par exemple, beaucoup des choses qui avaient été écrites sur les printemps arabes peuvent amener à sourire, sur l'intervention en Libye, mais c'est la raison d'être d'un journalisme de qualité qui justement décide, indépendamment de ce qui est la réactivité, de essayer de comprendre réellement ce qui est en train de se passer et surtout de donner au lecteur les éléments pour comprendre. Parce que c'est là que l'on revient à la fonction citoyenne du journal et ce, encore plus, comme le disait très bien Nicolas, que nous sommes aujourd'hui dans un moment où notamment la presse écrite est en train de devenir un média d'élite. On va discuter un peu, si vous avez des questions, on va tenter de répondre à vos questions. Juste, je termine par un dernier exemple qui peut montrer la façon dont on pourrait concevoir un journalisme de qualité. Oui, vous prenez d'abord un vieux monsieur qui tout d'un coup écrit un livre qui s'appelle « Indignez-vous ». Nous, on en était dans nos têtes, en tout cas ceux qui sont âgés comme moi, nous c'était on a raison de se révolter, de Sartre et Philippe Gaville. Là, c'était indignez-vous. On était surpris qu'on utilise le terme d'indignation, quelque chose de moral. Puis ensuite, on voit que ça se traduit par des mouvements sociaux, qui avaient occupé Wall Street, les indignados de Plaza del Sol à Madrid, et ainsi de suite. Puis après, on s'aperçoit aussi que cette notion d'indignation commence à pénétrer les esprits, et on découvre tout d'un coup qu'il y a un sociologue allemand qui s'appelle Axel Honneth, qui depuis 10 ans montre effectivement ce qu'on entend tout le temps à la télé, c'est-à-dire des gens qui sont en grève ou qui protestent parce qu'on ferme leurs usines. Et nous sommes choqués parce qu'ils disent on ne nous respecte pas, on est indigné, on voudrait notre dignité, terme moral. Et là on lit chez Axel Honneth, un livre qui vient de paraître, Libération a publié jeudi 2 pages, moi je le dis parce que c'est moi qui l'ai fait, mais ça ne fait rien. Axel Honneth 2, ça veut dire aussi que Libération permet cela. Je veux dire qu'on est totalement libre, et je suis totalement libre de consacrer 2 pages à Axel Honneth. Et on s'aperçoit que ce sociologue avait déjà montré que la plupart des conflits sociaux vont se manifester davantage, de plus en plus, comme des conflits moraux. Or, si vous prenez les 4 exemples que je viens de citer, moi j'aimerais que le journal, et en particulier mon journal, soit capable de tenir tout ça ensemble. C'est ça, faire comprendre, englober les choses. Et dans ce cas-là, on aura un grand avenir, je pense, pour le journal. Voilà, si vous avez des questions, maintenant on va tenter de dialoguer avec vous, de répondre. Sinon, on continue à discuter entre nous. Voilà.